toujours rêvé. C'est bon, c'est bien. Mais j'aime bien rêver, mais il faut rendre les rêves Oui, accessibles aux gens. on Voilà. avance avec ça. Ouais, Voilà. c'est ok. Sur le groupe Ego. Hein. Ah ouais. Bonjour à tout le monde. Alors, le groupe Ego était le plus important bureau de Liège de l'après-guerre, de l'époque qu'on appelle communément les 30 Glorieuses en France, mais qu'on applique aussi en Belgique. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Il se forme en 1944. C'est trois jeunes architectes qui se forment dans les années 30 et qui ont des parcours parallèles, mais pas les mêmes. Ils vont travailler de manière assez curieuse parce que ces trois associés vont travailler dans un immeuble de la rue d'Artois où chacun avait un plateau et ses collaborateurs. Et donc, en fait, se partageaient les projets. Au point que, quand j'ai interrogé des anciens collaborateurs, ils ne savaient pas ce que faisaient les autres. Donc, les seuls qui connaissaient l'ensemble des travaux de Ego, malheureusement, sont décédés il y a longtemps, et on énumère environ 700 projets, ce qui est assez colossal. Les archives qui restent aujourd'hui sont très partielles. Il y a une partie qui est conservée au Gard, qui a été sauvée il y a quelques années, mais qui a subi 2 fois des inondations, et donc il a été en partie détruit. Et puis, il y a des archives qui sont dispersées ici et là, et d'autres qui, comme souvent, les architectes dans les années 80 décident de s'en débarrasser, jettent tout en se disant qu'en tout cas, leur travail n'intéresse plus personne. Et donc, on a perdu beaucoup de leur travail, on ne connaît pas une grande partie de leur œuvre, on ne sait pas où elle se trouve. Et bien sûr, quand on va dans un archive communaux, comme toujours, il y a eu un incendie ou quelque chose qui a fait que, voilà, on n'a plus les plans, on ne sait pas. Alors, les trois maisons de ces architectes sont exemplaires de trois pistes de travail qui sont assez emblématiques de la richesse de leur recherche. On travaille sur la pente, on travaille sur l'idée d'un ancrage à la culture liégeoise, mais aussi un ancrage à la culture contemporaine de l'architecture. Tous les trois se nourrissent énormément des expériences étrangères. Alors, leur palette de production est assez impressionnante. Hormis les aéroports et les ports, ils ont pratiquement tout fait. Ça veut dire qu'ils ont abordé toutes sortes de typologies. On a vu déjà le pavillon d'entrée de Bressou lors de l'exposition de 1939, de l'exposition de l'eau, mais là vous voyez des maisons unifamiliales, des complexes de logement social, des immeubles de bureaux, un bâtiment pour l'université de Liège, l'ancien institut qui aujourd'hui est l'Institut de géographie, mais aussi des bâtiments parfois assez étonnants, comme le siège de la SPF Finance de Seraing, la Banque nationale, bâtiment assez curieux qui vient d'être transformé pour devenir le Mosabellet House. Et bien sûr, vous connaissez l'ensemble du Languedoc, qui est un des grands projets qui a été réalisé avec le bureau Lecker, mais alors des projets assez curieux comme l'entrée des grottes de Remouchon. Donc tout ça se faisait en même temps, donc ce qui montre aussi la vérité, la richesse et la difficulté aussi de gérer un bureau de cette taille avec une variété aussi importante de projets. Et bien sûr, des projets plus problématiques, la prison de Lantin, qui va faire objet d'un travail très très long et très compliqué par l'architecte Loest, et qui est bien sûr beaucoup plus connu pour les faits divers que pour son architecture. La station de police de rue Natalis, le bâtiment Nagelmakers qui désormais n'existe plus, mais qui en fait, au dire aussi des mêmes architectes, était un peu un bâtiment raté qui n'a jamais vraiment bien fonctionné, malgré le fait que son architecture était tout à fait intéressante. Et alors, des bâtiments peu connus, malgré qu'ils soient très fréquentés, comme vous voulez en bas, le siège du centre culturel de Seraing. Alors, un des axes principaux de travail du groupe Ego est le logement, et surtout le logement social, qui va être un des moteurs de travail de l'immédiat après-guerre. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Et on a vu Droax, mais en fait, à côté de Droax, ce même groupe d'architectes travaille sur de très nombreux autres projets. Un des plus connus est le complexe des logements sociaux avec des écoles et plein de jeux à angleurs, construit exactement dans les mêmes années, avec des principes assez similaires, mais qui aura un énorme succès. Il sera publié très très souvent dans des magazines belges, mais aussi européens, et porté à exemple du nouveau mode de logement moderne, inspiré bien sûr des idées corbusiennes qui avaient entre-temps percolé
un peu partout dans le monde, mais aussi d'autres exemples, espagnols, anglais, etc., qui étaient peut-être un peu moins connus, moins publiés, mais qui étaient tout aussi étudiés par ces architectes. Alors, il s'agit de 3 bâtiments qui sont construits en 3 phases différentes. Je vous montre leur état d'origine parce qu'ils ont tous été transformés de manière, on va dire, avec les moyens du bord de l'époque où on pouvait les transformer, souvent avec très peu d'attention sur les qualités initiales des bâtiments. Ça veut dire que très souvent, on s'est préoccupé exclusivement de résoudre le problème énergétique, mais on ne s'est pas préoccupé de la qualité d'habitat de ces lieux. Donc souvent, parlant avec des habitants, ils regrettaient le fait d'avoir perdu le contact avec leurs voisins parce que le fait d'avoir emballé les bâtiments pour les rendre étanches thermiquement, leur avait amputé toute la possibilité de dialogue avec les voisins qui était un des fondements et une des raisons même de ces bâtiments, de créer de l'espace social entre les personnes. Deuxième bâtiment, aussi ça c'est une photo d'époque, du bâtiment, et c'est quasiment méconnaissable aujourd'hui. Et le troisième, que vous connaissez peut-être parce qu'il était emballé avec des couleurs assez surprenantes, qui était beaucoup plus grand et qui présentait aussi une série de qualités plastiques très intéressantes dans la manière de travailler les éléments de béton, un grand auvent qu'on retrouve dans plusieurs bâtiments de la même époque, un peu partout en Belgique, aussi en Europe, mais ça montre un peu cette inscription dans ce modernisme d'après-guerre, qui est un modernisme optimiste, qui regarde vers une forme de futur et qui pense surtout à donner une réponse sociale à une exigence actuelle. À côté de ça, juste à quelques centaines de mètres, un autre complexe de logement, le logement du Chantier national d'Angleur, maison pour sinistrés, concours qui était lancé dans l'immédiat après-guerre. Le groupe Ego gagne avec ce petit quartier d'habitation qui subsiste encore et qui, à différence des autres, en étant des petites maisons, elles sont modifiées par les habitants qui, en fait, finalement, ne changent que les châssis. Et le reste plus ou moins intègre. Ce changement de châssis est tout à fait compréhensible. C'était des simples châssis assez faibles datant des années 40. Avec le temps, ces choses évoluent naturellement, mais l'ensemble de ce quartier subsiste de manière assez intéressante. À côté de ça, il construit le siège de l'Union coopérative. Vous le voyez dans le plan, c'est juste, où il y a marqué UC, juste au-dessus de cet ensemble. Ce bâtiment va gagner le prix Van de Ven, qui était un prix prestigieux à l'époque, qui était un prix qui était donné à l'architecture innovante et qui donc permettait à qui le gagnait de lancer un peu sa carrière. À la gauche de l'image, vous voyez en bas l'auberge de jeunesse. Ils vont intervenir quelques années plus tard là aussi. Et en fait, là, ils ne sont pas signés sur la carte. Il y a au moins 4 maisons sur ce plan qui ont été réalisées entre-temps. Des petites maisons assez anonymes, peu significatives peut-être, qui ne sortent pas particulièrement de l'eau, mais qui montrent la quantité, la masse critique de production de ce bureau. Alors bien sûr, on a évoqué Droax, on ne va pas y revenir, sauf pour vous dire que Droax n'est plus là pour une simple question d'argent. La maison liégeoise qui gérait cet ensemble n'avait plus l'argent, et donc, quelle solution adopter? On élimine les bâtiments, comme ça on élimine le problème. C'est aussi simple. Donc, on a passé des années, voire des décennies, à dénigrer l'architecture, à dénigrer l'urbanisme, pour dire, vous voyez, c'est à faute de l'architecture si on ne peut pas résoudre le problème, et donc on démolit, et on va faire autre chose. Tout simplement, on donne ça à des privés qui ont développé leur projet, ce que vous voyez aujourd'hui. On peut en discuter, mais effectivement, on a perdu quelque chose qui avait une énorme cohérence, et surtout, il avait une gigantesque souplesse dans sa manière d'être conçu, dans sa manière de pouvoir être développé. Là, c'est un grand ratage du point de vue administratif et politique. Alors, sur ce lieu de Droax, il n'y avait pas que seulement les immeubles de logement, mais il y avait des bâtiments remarquables, comme ce petit pavillon qui était le bureau technique et la salle d'exposition, qui montre aussi l'affiliation de ces architectes avec l'univers architectural international et notamment avec certaines productions comme celle de Mies van der Rohe ou certains architectes allemands contemporains dans lesquels on reprend toute une série de paramètres qu'on va retrouver dans plusieurs projets qu'ils vont effectuer. L'autre chose, comme vous le voyez, à l'intérieur du bâtiment, il y avait une œuvre d'art. Tout ça a disparu un jour où un ministre passait devant en se disant « Qu'est-ce que c'est ce truc, c'est moche, cassez-le ». Et quelques semaines après, le bâtiment n'était plus là. Heureusement, l'église subsiste, malgré vent et marée. Elle était entourée de bâtiments
qui se délitait, qui était démolie, des nouvelles constructions. L'église résiste, c'est une église absolument remarquable. C'est une œuvre qui s'inscrit dans cette mouvance qu'on appelle parfois de manière maladroite au brutalisme, mais qui s'inspire directement des œuvres de l'architecte américain d'origine hongroise Marcel Breuer, que les architectes de Gau avaient été visités dans plusieurs de ces projets, et notamment dans le siège de l'UNESCO à Paris, avec toute une série de photos où on les voit en visite de ce bâtiment. On voit bien donc la filiation architecturale. Les bâtiments centrales des équipements démontrent une chose assez importante par rapport, par exemple, aux cités françaises. On parlait beaucoup pendant ces années des cités françaises et de leurs problèmes. La différence ici, c'est que le groupe Ego, dans tous ses ensembles, a toujours tenu et réussi à tenir bon au fait qu'on construise les équipements, qui étaient l'âme sociale nécessaire pour que ce genre de quartier puisse vivre dans le temps. Et en fait, ces équipements continuent à fonctionner très très bien, sans des problèmes majeurs. Bien sûr, il y a toujours les problèmes thermiques auxquels il faut faire face, le vieillissement des matériaux, mais tout est encore là et heureusement encore assez en bon état. Alors par contre, un bâtiment qui a perdu, c'était le centre médical Les Murlets, construit un peu plus tardivement dans les années 60. Bâtiment extrêmement intéressant qui était démoli dans la vague destructrice où on a démoli les tours de la Croix-Rouge. Et quand on a questionné la raison pour qu'on démolissait ce bâtiment, on disait oui, mais les hauteurs sous plafond étaient trop basses. Je dis oui, mais il suffisait de changer de programme peut-être et ça pouvait marcher. Je dis ah oui, on n'y a pas pensé. Voilà comment ça marche. Alors, juste à côté, le complexe d'appartements commerce et salles de cinéma Le Parc, construit pratiquement dans les mêmes années. Donc c'est une architecture qui ici n'est pas du logement social, c'est du logement moyen, avec un équipement, des commerces, etc. Et on voit qu'une architecture pensée avec les mêmes principes, les mêmes idées, avec des typologies constructives tout à fait similaires, elle continue à vivre sans aucun problème. Donc le problème, clairement, n'est pas l'architecture, c'est la manière dont on l'utilise. Alors là, on passe sur un autre domaine qui est celui de l'habitation privée, dans lequel les expériences sont très nombreuses. Il y a des dizaines et des dizaines de maisons, la plupart on ne les connaît même pas, on ne sait pas où elles sont, on a juste un nom, et le vieux nom d'attribution de la commune qui entre-temps a disparu, donc on ne sait pas où elles sont, et on ne sait pas les détecter, mais il y en a quelques-unes quand même qu'on connaît encore, comme ici ces deux maisons jumelles, la maison des Rois et la maison Franz, une est construite en béton, l'autre est construit en acier. C'est des bâtiments assez impressionnants, tout petits, mais qui montrent très bien la recherche architecturale qui est faite par ces auteurs à ce moment-là, de nouveau en voyant les expériences qui se font dans le monde international de l'architecture dans les mêmes années. Toujours les structures métalliques, dans la plaine de Droax, au moment du chantier, on construit l'exposition internationale avec cette structure assez impressionnante qui couvre une très grande surface, mais qui montrent leur intérêt pour le fait technique qu'on retrouve dans beaucoup de bâtiments, comme le siège social de l'usine de la Ramière, qui a aussi été démoli en 2016, ou les bâtiments des usines Anglebert de Haussart, aussi démolis, plus ou moins construits dans les mêmes années, et encore le garage et le corps des pompiers, toujours par la même usine, et toujours avec ces mêmes principes constructifs qu'on retrouve beaucoup dans l'architecture de cette époque, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, dessinés avec beaucoup d'élégance, avec des détails très précis, mais voilà, des typologies qui, malheureusement, ont une durée de vie de la durée de ces utilisateurs. Un bâtiment qui subsiste, c'est l'Omnisport de Angler. C'est un bâtiment qui est caché, il faut aller le chercher, mais c'est un bâtiment très simple et magnifique. Je vous conseille d'aller le visiter, on peut le voir tous les jours, il est ouvert, il est accessible, le concierge est très sympathique. Et il fonctionne tous les jours, 7 jours sur 7. C'est un exemple d'une architecture pauvre, en fait, avec peu de moyens, mais avec un dessin extrêmement rigoureux, intelligent, qui permet à ce bâtiment de passer dans le temps de manière assez impressionnante. Alors, celui-ci, vous le connaissez, c'est l'hôtel de ville d'Ougrée, en cours de restauration, heureusement, avec une attention de la part de l'institution publique significative qui fait qu'ils mettent au cœur de leur préoccupation le fait de le conserver en tant qu'objet patrimonial et qui donc va bien sûr changer d'affectation, mais va trouver une nouvelle vie tout en gardant toutes ses caractéristiques essentielles. Il faut dire une chose, à l'avantage du guide d'architecture, le premier guide d'architecture de la série que la cellule architecture avait produit, ce bâtiment était sauvé grâce au guide. Tout simplement parce que la société Rigès, qui était en gestion
de tout le territoire, va voir le bourgmestre, lui met devant les 2 pages avec le bâtiment, disait ça on doit le garder, c'est du patrimoine. Je dis d'accord, on va le garder, si vous le dites. C'est dans les livres, on va donc le garder. Donc ça, aussi simplement se font les choses et c'est grâce à une notice dans un guide qu'heureusement on a pu le sauver. Un bâtiment qu'on cherche de sauver depuis plus d'une décennie, c'est celui-ci que vous connaissez peut-être, la piscine de l'Échevet, qui en réalité c'est un centre sportif créé à l'époque où les établissements scolaires, surtout ces établissements catholiques, se dotent d'équipements sportifs pour accueillir les étudiants des écoles voisines et notamment des écoles affiliées à la filière catholique, mais qui très vite devient une piscine publique où plus ou moins tous les Liégeois qui ont été enfants dans ces années-là y sont passés. Le bâtiment est abandonné depuis des années, volontairement par l'évêché qui essaie en tous les moyens de s'en défaire, en sachant que c'est un site particulièrement intéressant parce que pour une spéculation immobilière, il est parfait. On est en bord de Meuse, près de Chiroux, près d'un pont, il y a une pompe à essence à côté, c'est magnifique, on peut construire de belles tours de logements et faire beaucoup d'argent, alors que ce petit bâtiment en métal et en panneaux de remplissage est là pour nous embêter, alors que c'est un petit chef-d'œuvre d'architecture à lui seul et qui, malgré son état d'abandon, résiste. Alors, la seule maison que je vous montre des 3 architectes, c'est la maison Monzin. Je vous montre ces 3 images, tout simplement pour souligner le fait que c'est le seul bâtiment du groupe Ego qui est classé en 2011. Et c'est un des seuls bâtiments modernes, d'après-guerre, classés en Wallonie. Donc, il mérite donc d'être mis à l'avant. C'est une maison particulièrement expérimentale, donc extrêmement difficile aujourd'hui à restaurer parce que c'est un énorme pont thermique, comme vous l'imaginez. Et bien sûr, elle est un peu vieillissante, donc il y a des nouveaux propriétaires, j'espère qu'ils feront le nécessaire pour la remettre dans son état. C'est une maison absolument remarquable, elle a été publiée partout dans le monde, elle est très connue. On le retrouve dans plein de pages d'Instagram, etc. Parce que c'est un véritable exemple d'un raisonnement moderne sur le mode d'habiter, sur le fait de construire sur la pente, de travailler avec le paysage, de travailler avec un contexte dans lequel il faut s'inscrire, s'adapter, mais aussi créer un point d'éclat. En face de ce bâtiment, peu de gens le savent, il y a un autre bâtiment du groupe Ego, l'immeuble de Gueldre, qui en fait utilise toute une série de paramètres qui sont similaires à la maison. Ça veut dire le rapport à paysage, ces grands couloirs ouverts sur le parc qui est dessiné par un des architectes de Ego, Jules Monzin. Donc on a là un ensemble en fait qui, sans le donner à voir, est réalisé par le même groupe d'architectes. Bien sûr, vous vous rappelez tous la gare des Guillemins. C'était un bâtiment assez particulier, construit en grande vitesse pour répondre aux exigences de l'Expo 58 de Bruxelles qui se faisait et dans laquelle on stimulait différentes villes à mettre en place des bâtiments d'envergure pour accompagner l'Expo 58. C'est un bâtiment qui était très intelligent parce qu'avec le peu de moyens qu'il avait à disposition, il travaille en longueur au lieu qu'en profondeur, à la différence de ce qu'a fait Calatrava. Vous savez qu'on a coupé une partie de la colline de Cointe et on a renversé une quantité de béton inimaginable pour faire tenir la colline. Le groupe Ego, lui, fonctionne sur la longueur et fait un bâtiment qui est très très étroit, très allongé, qui se termine avec le tripostale que vous aurez connu certainement avec cette magnifique façade qui est une œuvre de l'artiste Noël Randax, façade qui sera complètement détruite au moment de la démolition de la gare des Guillemins et qui disparaît. Alors, on a évoqué des quartiers de logement, le bois Saint-Jean à Ouray. C'est un quartier absolument remarquable. Pour qui ne le connaît pas, je vous conseille d'aller faire un tour là-bas. C'est un quartier qui était construit en plusieurs phases, un projet qui démarre aussi dans les années 50. Donc vous voyez, tout démarre dans les mêmes années. Donc vous imaginez la taille du bureau qui doit faire face à tous ces projets qui sont très grands, très ambitieux. Et ici, on a un vrai quartier de caractère social, mais dans lequel on fait des opérations qui se succèdent une après les autres. C'est une population assez modeste, mais les bâtiments sont aussi assez modestes. La qualité des espaces collectifs et des espaces de vie sont fantastiques. Ça permet donc un grand épanouissement, la présence de grands espaces verts, d'équipements,
ça répond à cette idée moderniste de l'importance d'avoir de l'air et de la lumière. Et là, on voit quelques exemples. Ces architectures subsistent. Certaines ont été, bien sûr, ont subi, si vous voulez, des opérations d'emballage pour les rendre thermiquement plus adéquates. Mais, grosso modo, tout est toujours là, assez reconnaissable, en assez bon état. Je vous montre les photos d'époque parce que souvent, c'est plus beau. En réalité, c'est moins beau aujourd'hui, mais ça reste très, très bien habité et c'est ça qui est la chose plus importante. Et vous voyez, il y a des opérations à toutes les époques, jusqu'à des opérations dans les années 80, que vous voyez ici, qui sont méconnues, mais c'est toujours le groupe Ego qui continue à construire tout le long des axes de développement de cette cité. Vous voyez le centre administratif qui lui est resté intact, où se trouvent toutes les archives de la cité et tous les bureaux qui servent à l'ensemble de ses habitants de cette très très grande cité. Alors, un autre exemple de logement est ici le complexe du plateau de Boué. Vous voyez la cité de Droax, en bas, au milieu en bas, vous voyez le plateau de Boué. C'est une cité construite à la fin des années 70, langage architectural tout à fait différent, nous sommes dans une autre époque. Il y a cette capacité d'adaptation, de suivre le mouvement de l'architecture et de s'inscrire dans cette architecture. C'est de nouveau une architecture modeste, faite de quelques détails très bien maîtrisés, et surtout avec cette idée de cité très ouverte qui profite du paysage. En fait, quand on est dans le plateau, on a des vues sur l'ensemble de la vallée liégeoise qui sont absolument remarquables. Je vous remercie de votre attention. Le challenge a été relevé. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous avons une pause midi. Je crois que les questions-réponses, on va les reporter un petit peu. Éventuellement poser vos questions aux orateurs lors de la pause. Alors, pour votre information, les journées sont enregistrées. Donc, vous pourrez retrouver les différentes conférences sur le site YouTube, donc sur la page Agence Wallonne du patrimoine. Ne pas oublier qu'il y a l'exposition qui a lieu ce patrimoine 20e, des photos de notre ouvrage qui se trouve à l'espace Wallonie à l'hôtel Sœur de Solière. Et je pense que c'est tout. Je suis en train de noter. Ne pas oublier la conférence ce soir, de monsieur Jacques. Voilà, je répéterai encore. Donc on vous retrouve dans une heure, à 14h15, pour que la suite de nos aventures. Et c'est toi qui reprends.